avant que nous démarrions cette conférence autour du sport, du mécénat et du sponsoring, je voulais simplement vous attirer votre attention sur la diapo que vous avez actuellement à l'écran et vous dire qu'en fait, cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien déjà de quatre partenaires financiers qui sont Groupama, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire et je pense que le logo est tellement gros qu'il a dû passer à la trappe, en fait, la région Rhône-Alpes. Mais il y a surtout derrière des entreprises privées. Ce sont aussi des entreprises privées qui, j'allais dire, de taille parfois plus modeste, parfois relativement conséquente. Il y a également un établissement public avec la ville de Villefranche. Bref, ce sont des entreprises grâce auxquelles on a pu tenir cette manifestation. Et simplement vous donner un ordre d'idée, puisque vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, fait une initiation à l'Equi-Coaching. Cette aire d'Equi-Coaching, c'est 38 tonnes de sable fournies par l'entreprise Platard. Et puis, c'est quand même quelques heures de tractopelle et de manutention avec la complicité de Sobeca. Et pour que cette opération d'Equi-Coaching puisse fonctionner, c'est également des barrières Vauban fournies par la ville de Villefranche. Voilà, c'est un clin d'œil, mais comme quoi le sponsoring, le mécénat ou le partenariat, ça fonctionne même avec nous. Voilà, maintenant je laisse Peggy Corsan qui va animer cette soirée. Donc, merci Pascal d'avoir si bien introduit cette conférence. Nous allons parler du sponsoring et du mécénat. On a appelé cette conférence « Ou l'art d'investir, de communiquer ou de soutenir des projets sportifs ». Donc c'est un vaste sujet et je vais être accompagnée d'une part par Madame Nicole Guidicelli, qui est responsable de l'antenne Rhône-Alpes de l'Amicale et qui est également consultante, de Monsieur Michel Bonnet, à côté d'elle, qui est directeur du sociétariat et des engagements coopératifs. Monsieur Frédéric Hello, qui est directeur du marché et des professionnels et des associations de proximité. J'ai oublié, Monsieur Bonnet, c'est la Banque Populaire. Monsieur Hello, c'est la Caisse d'épargne. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Benoît Souris, le directeur général de la Vie Claire et un franchisé de la Vie Claire de Villefranche-sur-Saône, Monsieur Denis Bouvier. Afin de parler un langage commun, je vais tout de suite passer la parole à Madame Guidicelli pour qu'elle nous explique la différence entre le mécénat et le sponsoring. Merci. Eh bien, bonjour. Je voudrais tout d'abord commencer par vous dire que ça fait longtemps que le monde du sport et le monde de l'entreprise dialoguent. Ils ont dialogué pendant très longtemps via le sponsoring et que petit à petit, le mécénat s'est un petit peu invité dans la conversation. Et les enquêtes récentes d'Admical, une association reconnue d'utilité publique qui est un peu un observatoire du mécénat, une sorte d'association de référence dans le domaine du mécénat d'entreprise, les enquêtes qu'elle publie avec l'Institut de sondage CSA montrent que le mécénat est aujourd'hui pratiqué pour l'essentiel par des PME, alors qu'on a toujours l'impression que le mécénat est l'apanage des grandes entreprises, mais ce n'est plus la réalité, et que c'est le mécénat sportif qui arrive en 3e position de la pratique des entreprises mécènes, après le social et après la culture. Donc le mécénat sportif a petit à petit pris sa place dans la palette des outils qui existent au service de l'entreprise pour être partenaire de la société civile et des acteurs du territoire. Alors effectivement, quelle est la différence entre le mécénat et le sponsoring ? Le mécénat, c'est une logique de don. Je vais vous donner la définition officielle du mécénat. C'est un soutien matériel. Alors ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien en compétences, ça peut être un soutien en nature de la part de l'entreprise, apporté sans contrepartie directe. Et là, c'est important, la législation insiste beaucoup sur la notion de contrepartie, on verra la différence avec le sponsoring, de la part du bénéficiaire, c'est-à-dire de la part de l'entreprise, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. C'est-à-dire que le mécénat s'adresse non pas à un individu, mais il s'adresse à un représentant de l'intérêt général, une association, une ONG ou toute autre structure d'intérêt général. Donc on voit bien que dans le mécénat, on est vraiment dans une logique de don. C'est-à-dire que l'entreprise ne recherche pas, d'abord ne demande pas
beaucoup de contreparties. Les contreparties sont limitées par la législation. Elles sont limitées à environ 25% du montant du don. Le mécénat est défiscalisable uniquement parce qu'il sert l'intérêt général. Et parce qu'il sert l'intérêt général et qu'il n'est pas fait dans une logique publicitaire ou dans le cadre d'un acte commercial, la loi permet une défiscalisation, autorise une défiscalisation de 60% du montant du don, dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est l'avantage fiscal dont les entreprises peuvent bénéficier au titre du mécénat. Le sponsoring, lui, est fait dans une logique totalement différente. C'est un acte commercial qui est fait dans le but d'en retirer un maximum de contrepartie. Donc on est dans une logique d'affichage de la marque. C'est un outil de promotion de la marque. Et c'est considéré par le fisc comme une charge déductible, comme les autres charges, comme les charges de publicité ou comme toute autre charge de l'entreprise. Le sponsoring est aussi un partenariat. Hein. Partenariat, c'est un mot générique qui peut aussi bien recouvrir le mécénat que le sponsoring. Mais voilà, il y a quand même une grande différence de logique et d'intention entre ces deux pratiques qui sont très différentes. Mais qui peuvent cohabiter. Il ne faut pas les opposer, dire le sponsoring c'est bien, le mécénat c'est autre chose. Le mécénat c'est plus socialement engagé au service de l'intérêt général. C'est plus une passerelle avec les acteurs d'un territoire. Le sponsoring, c'est plus un acte commercial, en fait, qui a pour but de promouvoir la marque. Et je crois que ces deux dispositifs, en fait, avant tout, c'est la défense de certaines valeurs. Oui. Et justement, donc pour voir ça, je voudrais savoir la mise en pratique et laisser la parole à Michel Bonnet pour voir un petit peu comment ça se passe au sein de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais. Merci. Merci de cette précision au niveau de la différence entre le mécénat et le sponsoring. Alors pour ce qui concerne la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, simplement vous préciser qu'on est une banque coopérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital appartient majoritairement à nos clients, coopérative et régionale. Donc nous trouvons tout notre sens nous, dans la région. C'est-à-dire que nos clients sont sur la région, on collecte et on redistribue sur la région, et donc au travers de cette implication également de nos clients sociétaires dans la vie de la banque. Les banques populaires ont été créées sur un élan de solidarité. La première remonte à 1878, mais on va faire plus court, mais cette précision est importante pour vous dire ce que l'on fait et pourquoi on le fait et depuis quand on le fait. Créé depuis 1878, c'est quoi? Ce sont des artisans et des commerçants qui, à l'origine, ne trouvaient pas de financement, ne trouvaient pas de banquiers pour les accompagner, qui se sont regroupés et qui ont créé la première coopérative Banque Populaire. Et puis, progressivement, il y a eu un développement dans cet esprit, mais les banques populaires régionales ont toujours été attachées à ces racines coopératives et à cet élan de solidarité. Solidarité que l'on retrouve quand on parle de sponsoring, lorsque l'on voit le bateau Banque Populaire qui véhicule une image de solidarité et d'audace, ce qui sont les deux appuis importants pour nous. En ce qui concerne la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, nous avons des engagements sociétaux qui sont, on peut les loger à 3 niveaux. Le premier, c'est l'accompagnement de projets. Alors ce que l'on va retrouver au travers d'un concours qui est dédié aux associations de notre territoire, que l'on récompense chaque année au travers des prix Initiative Région. Donc ce concours est en train d'évoluer, là aussi, il a pour but d'aider les associations qui ont des projets, aider une association à réaliser son projet sur le plan financier, d'une part, et on le fait également avec on parlait de partenariat, avec un partenaire, puisqu'on est membre fondateur d'une fondation qui s'appelle Émergence. Et cette fondation, elle, n'a pas pour vocation de distribuer de l'argent. Parce que vous allez voir, on parle de mécénat. Souvent, le mécénat, c'est l'argent. Ce n'est pas que l'argent. C'est l'argent, mais pas que l'argent. Et la fondation Émergence a pour vocation d'amener du mécénat de compétences, c'est-à-dire de mettre à disposition d'associations le savoir de chefs d'entreprise qui sont
bénévoles et qui viennent apporter de l'aide et du soutien à ces associations pour la mise en place et le développement de leurs projets. Donc là aussi, on peut être impliqué directement ou indirectement au travers de partenariats comme on a avec cette fondation. Je voudrais simplement une confirmation de la part de Madame Guidicelli, mais il me semble qu'on assiste à un développement de plus en plus important justement du mécénat de compétences. Oui, c'est vrai que mécénat de compétences, de plus en plus d'entreprises et de fondations d'entreprises pratiquent le mécénat de compétences, c'est-à-dire c'est une forme de mécénat en nature en fait, hein, au service d'associations, qui est en général un partage effectivement de valeurs, d'expériences. C'est parfois source d'innovation sociale en fait le mécénat de compétences, parce que c'est un vrai dialogue entre une association ou une ONG et l'entreprise. Et c'est pas toujours facile à mettre en œuvre le mécénat de compétences. C'est la majorité des entreprises. Il y a quand même, c'est pas la majorité des entreprises qui le font, mais celles qui le font ne le défiscalisent même pas, parce que c'est théoriquement défiscalisable le mécénat de compétences, mais c'est pas facile à évaluer. Et puis le dialogue c'est quand même un dialogue de deux mondes différents, hein, les associations et les entreprises qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Donc c'est une confrontation de deux mondes différents qui est assez riche pour les collaborateurs, pour l'entreprise et pour les associations. Je vous laisse continuer, monsieur. Donc un volet qui tient donc à nos racines, un volet de solidarité, où là on va être davantage dans l'idée de transmission. Qu'est-ce que l'on peut transmettre au travers du mécénat? Donc nous avons des partenariats avec des associations comme 100 000 entrepreneurs, que certains d'entre vous connaissent peut-être. La vocation de 100 000 entrepreneurs est très simple, c'est de donner le goût d'entreprendre aux plus jeunes en allant témoigner dans les collèges, les lycées ou les universités. Non pas forcément de donner le goût de créer une entreprise, mais de donner du sens à sa vie et de donner le goût d'entreprendre pour sa vie, ce qui est important. On a un partenariat également avec les apprentis d'Auteuil, la Fondation des apprentis d'Auteuil. Là également, c'est d'aider les plus démunis au niveau des enfants à trouver leur place dans notre société. Alors on le fait de différentes façons. Et puis, on a également un partenariat avec la Fondation Paul Bocuse, où là aussi, l'idée, c'est de transmettre le savoir des métiers culinaires. Alors, cette transmission des savoirs, on peut la réaliser, là aussi, avec un appui financier au travers de ces structures associatives. On le fait. Mais également, on essaye d'associer le plus possible nos clients sociétaires qui, pour certains, sont devenus des bénévoles auprès de ces structures ou se sont portés volontaires pour aller réaliser des témoignages. De même, au niveau des collaborateurs de la banque. Donc le mécénat, c'est l'implication que l'on peut avoir en direct et c'est l'interne d'une entreprise qui peut apporter également auprès des partenaires avec lesquels on est amené à travailler. On fait également du mécénat au niveau du développement culturel. Ça, on le fait avec l'Opéra de Saint-Étienne, on le fait avec les Nuits de Fourvière et puis on le fait également avec une structure lyonnaise qui est... que vous connaissez forcément, qui s'appelle Cité Création. Le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous parle des murs peints que l'on voit à Lyon et maintenant qu'on voit dans le monde entier, là aussi on a souhaité être associé et participer, être membre fondateur de la fondation qui vient de se créer à Cité Création, qui défend la bannière régionale, et comme on est une banque régionale, on a tout de suite répondu favorablement à cet accompagnement. Voilà quelques exemples de mécénat financier et de mécénat de compétences où on essaye d'emmener avec nous collaborateurs et clients de la banque. D'accord, très bien, je vous remercie. Je voulais savoir si Frédéric Hello, donc, de la Caisse d'épargne, partageait cette approche du mécénat et du sponsoring, et quelle était l'approche justement au sein de la Caisse d'épargne. Oui, il y a beaucoup de points communs, mais en fait, il y en a énormément. Puisque l'histoire des banques populaires qui vous a été rappelée, en fait, les dirigeants qui s'étaient rassemblés pour financer les commerçants et artisans venaient des caisses d'épargne qui, elles, avaient été créées en 1818, vous imaginez. Mais je vais m'arrêter là, je vous rassure. Je vais m'arrêter là sur le plan historique. Ce qu'il faut bien voir par rapport à ça, c'est que quand on est des banques régionales comme les nôtres, on a un gros impact régional. Première mission, c'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est de collecter l'épargne locale pour prêter à l'économie locale. Ce faisant, lorsqu'on a 2 millions de clients sur 4 millions, sur une population de 4 millions, donc un Rhône-Alpin sur 2 quasiment client chez nous, ça nous donne aussi quelques devoirs vis-à-vis de ce territoire.
Et sa bonne santé, ses caractéristiques ne sauraient nous être étrangères. Et donc toute notre politique de sponsoring, de mécénat, rassemblée sous le vocable partenariat, on va dire, est tournée bien sûr vers cela. Alors quelques exemples, j'essaierai d'en trouver des un peu différents, sportifs, puisque c'était dans la thématique du sport. Et là, c'est plus du mécénat, c'est vraiment du sponsoring avec une arrière-pensée commerciale derrière, bien évidemment. Il ne faut pas se le cacher, on va le dire tout de suite, c'est effectivement le cas. Donc je vais vous citer juste un exemple que je connais, puisque j'en suis à l'origine depuis une dizaine d'années. Lorsque sur Grenoble, qui fait partie de notre territoire, nous décidons d'accompagner le FCG, c'est-à-dire le club de rugby local, dans sa démarche, c'est toute une région et c'est un ensemble d'acteurs économiques qui sont tirés derrière nous. C'est-à-dire que le club nous a proposé un vrai projet, avec plusieurs centaines de chefs d'entreprise qui se sont rassemblés au sein d'un club, qui se retrouvent régulièrement, et ça fait un courant de business très intéressant. Donc, sans parler de l'impact du club auprès des jeunes, sans parler de l'impact du club auprès des médias, donc nous nous y retrouvons totalement. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de mailler des décideurs, de mailler un territoire local au travers de cela. Et donc là, l'arrière-pensée, elle est évidemment commerciale, et ça, je vais pas vous le cacher, bien évidemment. Ça, c'était pour le sport. Sur le domaine de la culture, quand on maille, par exemple, parce que l'Ain fait partie de notre territoire, nous ne pouvions pas passer à côté du festival d'Ambronay, par exemple, qui est très réputé et qui est un des points forts de ce territoire-là. Donc dans notre volonté de coller au territoire, dans notre politique de partenariat, on va coller au maximum donc aux caractéristiques locales. Nous avons créé, il y a 2 ans, je crois, vous m'avez dit que vous avez fait partie, une fondation d'entreprise qui a 3 missions principales. Cette fondation, donc, qui a parmi, parce qu'on a aussi nos 600 000 sociétaires, nous avons des administrateurs. Donc, un de nos administrateurs la préside. Et dans ces 3 missions principales, la première d'entre elles, c'est défendre ce que l'on appelle l'entrepreneuriat et les créateurs d'entreprises qui créent des emplois. On a un bilan sur une dizaine d'années. Cette activité a été intégrée à la fondation depuis. On a créé à peu près, on a soutenu plusieurs centaines de créations qui ont généré à peu près 5000 créations d'emplois sur le territoire. Donc là, on accompagne des créateurs, mais surtout, on accompagne des structures qui accompagnent des créateurs. Je pense au réseau Entreprendre et au réseau, bien sûr, France Active, France Initiative. C'est à peu près 25 plateformes accompagnées pour un budget annuel de quasiment 300 000 euros, à peu près. Ça vous donnera une idée des budgets qui sont mis en œuvre. La fondation en elle-même a 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième mission, c'est accompagner des secteurs bien précis. Alors là, c'est plus une cause nationale qu'une cause régionale. Nous nous sommes positionnés sur tout ce qui est recherche et financement de la recherche, sur tout ce qui touche à la dépendance. Tout ce qui est maladie d'Alzheimer, ça c'est un de nos points forts et c'est vraiment la deuxième mission qui a été confiée à cette fondation, c'est d'accompagner des projets. Vous savez que dans la région lyonnaise ou rhône-alpine, on a quand même des pôles de compétences très particuliers sur tout ce qui est biotechnologie. Et donc nous avons là aussi, nous accompagnons pas mal de recherches dans ce domaine. Troisième activité, nous accompagnons là cette fois-ci des populations en difficulté. Alors sous plusieurs axes. Premier d'entre eux, on a tout un axe qui est fondé sur la lutte contre l'illettrisme. Ça, c'est une grande cause que nous avons décidé d'accompagner depuis maintenant très longtemps. Deuxième axe, tout ce qui est lié à l'éducation aux finances. Après tout, on a un métier qui est quand même... on voit beaucoup de détresse financière, et notamment en période de crise. Ça se reflète dans le fonctionnement de nos comptes et dans la relation bancaire qu'on peut avoir avec certains de nos clients. Et on a toute une frange de la population qui est très fragilisée. Nous menons des actions vers elle, à la fois pour les éduquer à la gestion d'un budget, par exemple, au travers d'une association que nous avons créée toute pièce qui s'appelle Finance et Pédagogie, mais également pour remettre le pied à l'étrier à certains d'entre eux par un accompagnement par le microcrédit. Il nous arrive, pour retrouver un emploi, il peut être nécessaire pour certains d'avoir un véhicule, par exemple. Nous ne pourrions le financer dans des conditions normales, on va dire, de financement, parce que les critères ne sont pas respectés. Et nous sommes capables de mettre en œuvre du microcrédit au travers de cette association-là et d'accompagner, depuis 2 ans d'existence, plusieurs centaines d'entre eux. On fait même de la petite création d'entreprise par le biais de ces structures de microcrédit. Donc voilà, donc on a effectivement des points communs. J'ai rajouté le côté où effectivement on a une démarche qui est vraiment très commerciale derrière, mais on a également des actions plus désintéressées, je dirais, mais indirectement qui renvoient de nous-mêmes, on espère, une image, la meilleure des images en fait aussi. Et justement, donc là, on parle de fondation, que ce soit tant pour la Caisse d'épargne que pour la Banque Populaire. Comment ça se passe au niveau des dispositifs ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez
la possibilité d'intervenir en région ou vous passez par la fondation? Parce que vous parlez vraiment de la fondation, alors que M. Bonnet avait l'air de plus parler au niveau de la région. Donc je voulais savoir, en fait, quand on fait partie de ces structures, comment ça se passe? Alors, ce que j'appelle la région, c'est le territoire de mon établissement. D'accord, très bien. C'est le département de l'Ain, c'est la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et le Rhône. Donc la caisse régionale, la caisse d'épargne Rhône-Alpes est un établissement totalement indépendant qui a décidé de créer en son sein une fondation d'entreprise. C'est donc la fondation de la caisse d'épargne Rhône-Alpes. D'accord, très bien. Voilà, les fondations sont créées par les sièges. Donc, comme il s'agit d'une fondation au niveau de la région Rhône-Alpes, elle est totalement décisionnaire sur son territoire. Mais la plupart des grands groupes ont des fondations qui sont au niveau national, en fait, qui ont été créées par le siège au niveau national et qui parfois déclinent les actions dans les directions régionales, Voilà. en fait. Mais il n'y a pas forcément des fondations dans toutes les directions régionales. C'est même plutôt rare. C'est même plutôt rare. Après, ce sont des grandes sociétés, des grandes sociétés basées dans la région Rhône-Alpes qui peuvent créer des fondations parce que leur siège est dans la région Rhône-Alpes. Il y en a de plus en plus, enfin, heureusement, mais voilà. Donc, j'aimerais maintenant passer la parole en fait à Monsieur Saury et à Denis Bouvier en fait de La Vie Claire, afin qu'ils nous expliquent eux leur vision et justement comment ils s'intègrent dans les dispositifs du mécénat et du sponsoring. Donc, Monsieur Saury, je vous en prie. Alors d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais j'étais juste là au début. Bon, d'abord, la première vocation d'une entreprise, c'est de gagner des sous. Je suis désolé de le rappeler, mais comme on est dans un salon de l'entreprise et des entrepreneurs, je pense qu'il faut quand même d'abord rappeler qu'une entreprise à caractère commercial, industriel ou de service, elle a d'abord comme première vocation de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Et toutes les questions qui concernent la partie mécénat sont après qu'on ait fait des résultats. Pour tout ce qui concerne la partie communication via le sponsoring, c'est un élément qui permet de développer de la notoriété. Et au lieu d'acheter un espace de pub sur un panneau 4x3 ou à la télévision, on décide de faire une action qui va développer la notoriété en soutenant telle ou telle manifestation ou équipe sportive. Dans l'historique de La Vie Claire, il y a un chef d'entreprise qui a fait beaucoup parler de lui pour tout un tas de raisons. C'est assez rare qu'un chef d'entreprise devienne ministre, qu'il aille en prison, qu'il ressorte de prison, qu'il fasse un procès à son banquier. Enfin bon, donc lui, ce Bernard Tapie en question, il a eu à l'époque une idée dont il n'avait pas tout à fait les moyens, mais qui a consisté à faire un sponsoring sportif en finançant le développement d'une équipe de cyclistes. C'était en 86-87, moi j'étais pas du tout dans l'entreprise, et le leader à l'époque s'appelait Bernard Hinault, et grâce au fait que M. Hinault gagne 2 années de suite le Tour de France, ça a donné un formidable développement de la notoriété de l'enseigne et de l'entreprise. C'était des budgets considérables, il faut avoir en tête que aujourd'hui, ça serait de l'ordre de 2,5 millions d'euros à peu près. Donc, une équipe de vélo qui se promène. Alors, quand ça gagne, c'est bien. C'est comme quand le bateau Banque Populaire gagne. Il fait des records, c'est super. Bon, il ne faut pas démater. Et dans une affaire de sponsoring cycliste, il vaut mieux pas que le leader s'appelle Armstrong ou d'autres. Bon, on a eu de la chance, a priori. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça a permis, cette étape-là, de donner une notoriété, on va dire, spontanée, c'est-à-dire assez instinctive, qui est assez forte pour l'entreprise. Depuis, on a tout arrêté. C'est-à-dire qu'on s'est donné comme principe, dans l'entreprise, nous, franchiseurs, de ne faire aucun sponsoring sportif. Pour des raisons très simples. C'est que d'abord, c'est un sport de riches. Alors, il faut clairement dire les choses. On peut faire aider un club, aider sponsoring d'un petit maillot, d'une petite équipe. Ça n'enlève rien à la valeur sportive, à la valeur humaine, bien naturellement. Sauf qu'on le fait plus par affinité personnelle, lien personnel au territoire, aux hommes qui le supportent. Et ça, nous avons considéré que c'est la responsabilité de nos franchisés. Voilà. Et Denis en parlera tout à l'heure. Moi, je considère que ce n'est pas la responsabilité de l'enseigne que de prendre une partie de son budget de communication nationale, qui est lui-même financé, ce budget étant financé et par nos franchisés et par nous,
Je considère que ce n'est pas à nous de décider tout seul s'il vaut mieux s'occuper d'une équipe de cyclistes, sponsoriser un bateau ou que sais-je. Par contre, notre responsabilité, et nous, ce que nous faisons discrètement, mais que nous faisons de façon très régulière, c'est par contre du mécénat. Et on considère qu'aujourd'hui, la stabilité du sponsoring sous forme de soutien de communication, ce sont les franchisés, et le mécénat, c'est la vie claire en tant que franchiseur. Alors en tant que franchiseur, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, d'abord, pour être clair, on s'en fout un peu de l'aspect fiscal. Enfin, je sais que la fiscalité personnelle est le fait de soutenir sous forme de dons tel ou tel mouvement ou telle association. C'est très important, et puis c'est d'autant plus important à l'ISF ou autre. Mais quand on est en caractère d'entreprise, honnêtement, nous, on considère plutôt ça comme étant quel est le montant, quel est l'argent que l'entreprise est prête, quelque part à la volonté propre du chef d'entreprise, à dépenser pour aider tel ou tel type de projet. Alors on fait un certain nombre de projets, je ne veux pas en faire un catalogue, parce que en plus, pour un certain nombre de ces projets, on a pris l'engagement, parce que c'est notre forme de réflexion, une forme d'action, on a pris l'engagement de ne pas le faire savoir. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'engagements qui consistent essentiellement à aider des gens en difficulté, pour être assez franc, pour lequel l'entreprise a décidé de consacrer une partie de son résultat net chaque année par un engagement contractuel. Mais par contre, on a décidé de ne pas le faire savoir en public parce qu'on considère que ça regarde l'entreprise et ses salariés d'ailleurs, mais ça regarde pas, on ne veut pas l'utiliser comme un moyen de communication. Deuxième chose, on soutient par contre des gens qui sont acteurs de notre branche. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais une des difficultés particulières dans la bio, dans l'industrie et dans la production biologique, c'est qu'il faut supporter une période durant laquelle le producteur ne peut pas vendre ses produits en bio parce qu'il y a 3, 4, 5 années de conversion, de période de conversion avant que les terres deviennent proprement parlé bio. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est d'aider en particulier pour qu'un certain nombre d'associations ou un certain nombre de paysans, d'agriculteurs, soient en mesure d'acheter des terres. Et pour être capable d'acheter des terres, mais ils se tournent en général vers nos amis banquiers, et puis ils ont parfois besoin qu'on les aide, soit sous forme de garantie d'achat, soit sous forme de garantie d'emprunt, soit sous forme de relations commerciales qui soient établies. Et ça, on le fait de façon assez précise. On fait aussi, on participe aussi à quelques actions parce qu'on pense que ça a du sens, et c'est essentiellement pour nous des actions qui sont liées aux produits, et là aussi à des populations assez démunies. Par exemple, dans l'entreprise, on ne jette pas un produit. Il n'y a pas un produit de l'entreprise qu'on ne peut plus vendre à nos consommateurs. On a 220 magasins en France, on fait 120 millions d'euros. Il n'y a pas un produit qu'on jette. Tous les produits qu'on ne peut plus vendre parce qu'on se rapproche d'un produit inconsommable à cause des DLC, eh bien, ils sont systématiquement donnés à la banque alimentaire, charge à la banque alimentaire de faire sa répartition. Et par exemple, vous pouvez chercher, vous ne trouverez aucun logo de la vie claire sur les banques alimentaires, parce que là aussi, on considère que ce n'est pas un élément de communication, c'est un élément d'aide pur et dur. Je rebondis un petit peu là-dessus, peut-être Madame Guidicelli pourra le confirmer, mais justement par rapport à ça, est-ce que la différence entre le sponsoring et le mécénat n'est pas justement encore plus vue dans le discours de Monsieur Saury, puisqu'il y a une discrétion en fait dans le mécénat qui est moins sous forme de partenariat affiché? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que les mécènes sont plutôt des entreprises discrètes sur leur action de mécénat. Ça a été, la communication sur le mécénat est quand même quelque chose de très récent. Les grandes entreprises y sont quasiment toutes venues petit à petit par des communiqués de presse, des événements, mais parce que tout dépend après de l'objectif que l'on donne au mécénat. Il y a beaucoup d'entreprises qui dirigent le mécénat vers l'interne. Dans ce cas-là, elles n'en font pas, comme vous disiez, un outil de communication, et elles n'ont pas besoin de communiquer à l'extérieur. Et c'est vrai que traditionnellement, le mécénat reste discret, surtout dans les entreprises de la région Rhône-Alpes. C'est une tradition forte. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui, malgré tout, et c'est peut-être un peu une dérive qu'on rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, Admicale l'a régulièrement souligné, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur le mécénat, et récemment, il y a eu quelques menaces sur le mécénat. Donc il faut développer une éthique du mécénat.
Le mécénat n'est pas un outil de communication à proprement parler. Il a des retombées, il a un impact sur l'image de l'entreprise, en interne ou en externe, c'est évident. Mais il n'est pas fait dans l'objectif de communiquer pour l'entreprise. C'est plus de la cohésion sociale, du développement personnel, de la fierté d'appartenance des collaborateurs. C'est quelque chose d'un peu subtil qu'il insuffle dans l'entreprise, en fait. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, c'est vrai que sur la partie mécénat, on permet aussi de dire que c'est souvent à l'initiative propre du chef d'entreprise. C'est pas une décision qui se partage très facilement. Dans une entreprise où j'étais précédemment, on avait fait un accord avec une ONG qui s'appelle Aider Action, pour la citer, où l'entreprise donnait une partie de son résultat net par un contrat de 3 ans dans lequel l'entreprise donnait 2% de son résultat net, ce qui faisait quelques zéros, et où à chaque fois qu'un salarié donnait 1 euro, eh bien l'entreprise doublait le montant. Bon, ça fait partie et c'était sur un contrat de 3 ans, parce qu'on avait considéré qu'il fallait donner de la lisibilité à la ressource pour que l'association puisse mener ses projets. Le grand débat dans ces cas-là, c'est est-ce que ce que je peux faire, est-ce que je le fais au pied de mon territoire, chez moi, ce que les banques populaires visiblement font de façon très proche, ou est-ce que je peux le faire? Est-ce que l'euro que je vais pouvoir donner en mécénat, est-ce qu'il sera plus bénéfique, je ne vais pas dire plus visible, mais plus efficace à certains moments quand je l'investis ailleurs? Et c'était un grand débat avec les collaborateurs, là par contre. Autant le choix il était du chef d'entreprise, autant les collaborateurs c'était pas très facile, parce que de dire bah oui mais Benoît tout ça c'est bien, mais construire une école au Bénin, on ne peut pas dire que ce soit pas bien, mais pourquoi est-ce qu'on le fait aussi loin alors que les gens autour de chez nous éprouvent des difficultés que tout le monde connaît? Bon, ça fait partie d'interpellations qu'on doit accepter comme chef d'entreprise. Et pourtant, je pense que c'est le principe même qui doit exister. Et je pense aussi qu'une entreprise ne doit pas s'inscrire dans une durée trop longue sur un seul et même mécénat. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les différentes associations qui vraiment gèrent le mécénat, animent des fondations. Je crois qu'il faut qu'il y ait une forme d'assolement, pour reprendre un terme agricole, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent et que ces projets puissent être s'appropriés par différents entrepreneurs. Quoi. Donc on parlait justement... Ah, peut-être vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste apporter une petite précision sur les propos de Benoît Soury. Je partage complètement l'idée de dire il ne faut pas s'ancrer avec un seul partenaire ou avoir un mécénat qui est trop axé sur un partenaire. Par contre, ce qui me paraît fondamental dans le mécénat, c'est que l'entreprise et les collaborateurs de l'entreprise, ce qui est très important, vivent dans un état d'esprit d'entreprise, et que cet état d'esprit d'entreprise doit être partagé, et que par contre le mécénat que l'on va engager, il doit traduire cet état d'esprit afin qu'on soit vraiment dans du mécénat et qu'on ne soit plus pas que dans du financier pur et dur. Vous ne pouvez pas avoir un discours à l'extérieur de l'entreprise sans qu'en interne dans l'entreprise on adhère et que l'on soit sur l'état d'esprit de l'entreprise. Je vous parlais de solidarité pour la Banque Populaire tout à l'heure. La solidarité accompagnée de la création, c'est dans nos gènes. Donc ça vient très naturellement chez les collaborateurs. Ça, ils adhèrent, ils comprennent. Et que l'on aille dans cet accompagnement de structure au travers d'actions de mécénat, oui. Mais après, de quitter, je dirais, le navire, sans mauvais jeu de mots, pour partir sur d'autres actions, c'est difficile parce que les collaborateurs ne comprennent plus. Donc oui, sur le fait de dire on n'est pas acteur que sur une seule structure associative ou 2 ou 3, il faut changer de temps en temps. Oui, mais à condition de rester dans l'état d'esprit qui est celui de l'entreprise dans laquelle l'entreprise s'identifie. Justement, ça tombe très bien que vous disiez ça, puisque quand j'ai échangé pour préparer cette conférence avec Denis Bouvier, il m'a dit que chaque choix en fait, de projet auquel il a adhéré était personnel. Donc si vous pouviez un petit peu nous expliquer tout ça, ce serait bien. Merci. Oui, alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai de petits moyens, comme tu disais Benoît, mais j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux en termes de sponsoring.
Donc je suis partenaire du Vélo Club Caladois. C'est des gens qui ont des valeurs qui sont merveilleuses, qui vont emmener des handicapés sur les courses pour leur faire partager et vibrer ce qui se passe dans une voiture qui suit une course. Ils nous ont mis au vélo en tant que partenaires, donc, et ils partagent des valeurs qui sont très proches des miennes. Je sponsorise aussi le marathon du Beaujolais. J'ai énormément d'admiration pour Alain, qui est là. J'ai organisé à titre personnel une course à l'époque qui était les 10 km de Villefranche. Et quand je vois comment Alain t'a réussi à mobiliser 700 personnes, 700 bénévoles à Villefranche, ça veut dire que, si vous voulez, sur la population de Villefranche, c'est une personne sur deux, toutes les familles sont touchées. Je trouve que ça, c'est vraiment merveilleux. Donc j'ai la chance de pouvoir faire ça en sponsoring et à ma petite échelle. Un gamin qui va vouloir faire le moto-tour et qui n'a pas suffisamment d'argent pour boucler son budget, on va donner un coup de main aussi au pêle-mêle que les Caladois connaissent. C'est un théâtre animateur qui a bien besoin de tous les sponsors. En termes de sponsoring, on va aussi donner un petit peu de sous à Montgrès pour boucler son journal qui a lieu une fois par an. Et puis en termes de mécénat, on va organiser avec mes collègues de la bio une soirée où on va mettre en avant le film Les moissons du futur. Et là, en dehors de toutes les étiquettes respectives de nos franchises, on va inviter tous nos clients à venir visionner ce film avec l'organisation d'un petit débat à la suite. Donc voilà, moi ce que je fais en sponsoring et en mécénat. Alors c'est vrai que ça n'a pas l'envergure de nos amis banquiers, mais voilà, ça permet au moins de se faire plaisir et puis de le faire avec des gens qui en valent la peine. Vous allez encourager aussi, je crois, deux jeunes femmes qui vont faire le Oui, qui vont faire le Camel Trophy. Monsieur Bonnet, je vous voyais sourciller. Oui, simplement pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, le mécénat, c'est l'affaire de tous. Hein. Il n'y a pas de gros ou de petits. C'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice. À mon sens, vous l'apportez autant qu'une banque comme nous. Vous l'apportez sur votre territoire, vous l'apportez avec vos envies, vos passions. Vous évoquez la capacité de quelqu'un d'emmener 700 personnes à faire quelque chose. On ne sait pas forcément faire, nous, ça. Hein. Donc c'est pour ça que le mécénat, c'est vraiment l'affaire de tous et que chacun contribue à ce que l'autre trouve ce qu'il ne peut pas faire seul. Voilà simplement ce que je voulais préciser. Oui, dans les enquêtes, on fait aussi ce constat, c'est que le mécénat, c'est un ensemble de petites opérations de proximité, en fait, hein, d'intervention des PME, des TPE dans leur environnement de proximité. Et c'est vrai qu'on parle souvent des fondations d'entreprises parce que c'est des espèces de vitrines, mais il y en a quand même très peu et que l'essentiel, ce sont des entreprises de toute taille, majoritairement des PME et des TPE qui pratiquent le mécénat. Donc il ne faut pas seulement voir des gros budgets. Et même pour des petits budgets, le mécénat peut avoir un impact intéressant pour une entreprise comme pour une association. Il ne faut pas seulement avoir c'est pas qu'une histoire d'argent en fait le mécénat, c'est bien plus et ça c'est vraiment une différence importante avec voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner parce que longtemps les PME ont cru que le mécénat était l'apanage des grandes entreprises alors qu'on se rend bien compte aujourd'hui 93% des entreprises mécènes sont des PME. Donc, ce chiffre est très important et on tend, il me semble, à ce que les entreprises se rassemblent en
collectivité, si je puis dire, Oui. pour eux-mêmes. C'est une tendance, oui. C'est vrai, la dernière c'est vrai. tendance. C'est vrai que ça, c'est une tendance qui est renforcée par la crise. Les entreprises sont souvent un peu frileuses parce qu'elles connaissent pas bien le mécénat, parce qu'elles s'imaginent qu'il faut de l'argent. Et finalement, les clubs d'entreprise, la formule des clubs d'entreprise est quelque chose qui fonctionne bien, qui se développe beaucoup. Des clubs d'entreprise au service de structures culturelles, vous en avez un important dans le Beaujolais. C'est le festival du Beaujolais, Culture et Continent, qui a un club d'entreprise qui a été exemplaire parce qu'il existe depuis plus de 30 ans. Il regroupe plus de 40 entreprises. Des toutes petites, il y a une entreprise qui s'appelle Huilerie Beaujolaise, une petite entreprise de 9 personnes qui participent. Vous avez des entreprises d'habitat, vous avez aussi les directions régionales des grandes entreprises. Donc elles se côtoient, ces entreprises, au sein d'un même club. Elles se fréquentent, les chefs d'entreprise sont contents de partager quelque chose qui ne fait pas partie directement du business de l'entreprise, d'échanger, de participer au rayonnement d'un territoire. Et c'est vrai que les clubs d'entreprise et les fondations collectives aussi se développent. Donc c'est le développement du mécénat collectif. C'est plus facile en fait pour les entreprises aussi. Est-ce que le fait d'avoir un territoire fort comme le Beaujolais, justement, peut inciter les entreprises à se rassembler pour, comme on l'a dit à la limite à l'introduction de cette conférence, construire ensemble ? Oui, je crois qu'on voit des initiatives se développer sur des territoires qui ont une identité forte, qui ont des valeurs, qui ont des activités qui prédominent. Il y a de plus en plus d'initiatives collectives au service du développement du territoire. Et vous avez par exemple une fondation qui s'appelle la Fondation Maine-et-Loire à Angers, qui s'est développée autour de projets innovants pour défendre l'attractivité du territoire. En PACA, vous avez aussi une initiative de plusieurs entreprises sur des projets artistiques. Vous en avez à Perpignan, vous avez une fondation Mécène Catalogne qui s'est développée aussi autour de projets pour permettre au territoire de rayonner. Donc c'est quelque chose qui se développe autour des territoires. Oui. Donc pour terminer en fait cette conférence, j'aurais souhaité vous poser à tous une question. C'est comment nous convaincre les gens qui se sont intéressés donc, à cette conférence de se lancer dans le mécénat ou le sponsoring. Ça tombe sur moi. Comment convaincre ? D'abord, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais c'est pas grave, je vais y venir. Je pense d'abord qu'on a vraiment humainement, les chefs d'entreprise en particulier, intérêt à s'engager dans la vie de la cité. Alors c'est une forme d'engagement, on fera le parallèle avec le mécénat si on veut, mais moi quand je donne du temps à l'extérieur de l'entreprise pour participer à telle ou telle action, j'ai pris quelques responsabilités dans la fondation d'un club pour aider les jeunes qui s'appelle le club jeunesse et entreprise. Ben ça c'est aussi une forme de mécénat parce que je donne de mon temps bénévolement, gratuitement, juste pour que les trois mondes que sont les enseignants, que sont les entreprises et puis que sont les élèves puissent converger vers un peu plus de connaissances mutuelles et qu'on ait un peu moins de jeunes qui soient formés pour ne pas travailler et que la culture des uns et des autres se connaisse mieux. Je crois qu'en tout cas, il y a ces engagements de temps-là, ces engagements d'argent qu'on a pu évoquer sur la partie mécénat. Il faut d'abord accepter d'être touché. Voilà, il faut d'abord accepter d'être touché, donc de se laisser un peu convaincre par le fait que de donner de son temps, de donner un peu d'argent, même si ça n'est pas la finalité du chef d'entreprise, enfin, moi je l'ai dit en préambule, je vais finir là-dessus, on doit d'abord effectivement développer nos boîtes, payer nos salariés, créer des emplois, enfin voilà, on a d'abord cette responsabilité-là. Mais par contre, le fait de s'ouvrir à la cité, de s'ouvrir un peu au monde et de donner un petit peu généreusement du temps ou de l'argent pour être un vrai acteur, en tout cas pouvoir se regarder dans la glace en disant j'ai pas pensé qu'au développement ou qu'au fric ou qu'à mes équipes, mais aussi à ce qui se passe à côté. Je pense que ça procure des joies qui sont pas des joies feintes et qui valent vraiment le coup d'être vécues. Comme le disait monsieur tout à l'heure, on a au fond de soi envie de faire quelque chose et c'est un vrai retour que le mécénat de s'investir et de se dire j'ai pu aider quelqu'un
à retrouver soit de la dignité ou quelqu'un à passer un moment difficile, comme le disait mon collègue de la Caisse d'épargne. C'est un vrai retour sur investissement. Là, c'est les banquiers qui parlent. Hein. Richesse, retour sur investissement, mais sur l'homme. Et le mécénat, pour moi, c'est ça, quoi. Effectivement, ça devient de plus en plus dur. La première des choses que je vous dirais, c'est de le faites surtout pas pour vous donner bonne conscience, quoi. Parce que si vous avez déjà à la base pas bonne conscience, c'est qu'il y a un problème. Non, faites-le simplement, sinon faites-le à titre personnel, quoi. N'engagez pas votre entreprise là-dedans, parce qu'on va résoudre des problèmes un peu étonnants sinon. Non, je crois que il faut que ça vous paraisse naturel. Voilà. Moi, en tant que salarié d'une banque, ça me paraît très naturel, pour les raisons que je vous ai exposées, de s'intéresser à tout ce qui touche à la vie d'un territoire. Sur des projets importants, j'en ai cité des très importants, mais je vais vous rassurer, on est capable d'aller au plus modeste pour quelques centaines d'euros, accompagner une association locale qui a un vrai projet. J'ai un collaborateur dans la salle qui a su investir de son temps auprès du Téléthon à Tullin dans l'Isère. Il y a passé une journée complète pour construire la bûche la plus longue du monde, vous voyez. Voilà, ça c'était peut-être aussi un mécénat de compétences, probablement. Il pourrait nous le dire tout à l'heure. Voilà, donc surtout faites-le si vous le sentez vraiment bien et naturellement et au fond de vous-même, quoi. Mais surtout pas pour vous dire, bah tiens, si je faisais comme l'autre, parce que ça va me donner bonne conscience, parce que là j'ai une super rentabilité, mais je vois bien que ça souffre autour de moi, quoi. Voilà. C'est de plus en plus dur. Moi, je dirais simplement essayer de se faire plaisir quand on peut, quoi. Tout simplement. C'est le plus important. On va finir donc sur cette notion de plaisir. Et je tiens à préciser donc en fait que la dernière conférence qui se tiendra à 18h30, les créatrices d'entreprises, qui c'est une jeune entreprise, font déjà du mécénat et du sponsoring alors qu'elles se sont créées que depuis juillet. Donc vraiment tout le monde peut le faire et défendre ces valeurs-là. Et je préfère terminer, remercier encore infiniment les personnes qui m'ont accompagnée sur cette conférence et vous souhaiter une bonne fin de journée.